Plus de 2000%, vous avez bien entendu. Les commandes de D-Wave viennent d'exploser de presque 2000% en un seul trimestre. Le plus fou, c'est que pendant ce temps-là, leurs revenus, eux, ont chuté 81%. Comment c'est possible? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour votre portefeuille? Cette semaine, on a aussi appris que Continuum dépose un dossier d'IPO sur le Nasdaq. Et croyez-moi, ça change complètement la donne pour IonQ. On a aussi la Chine qui sort son premier ordinateur quantique dual-core et une entreprise canadienne qui vient d'être valorisée à 2 milliards de dollars. Le quantique entre dans une nouvelle phase. Je vais tout vous décrypter. Bienvenue dans le vendredi quantique. Donc, on commence par le plus spectaculaire de la semaine, c'est-à-dire D-Wave Continuum, ticker QBTS. Donc, les chiffres, sur le premier trimestre, les bookings, donc les commandes qui ont été signées, ont explosé de 33 millions de dollars, presque 20 fois plus qu'un an plus tôt. Deux contrats portent l'essentiel, un système de 20 millions vendu à Florida Atlantic University et un accord de service de 10 millions avec une entreprise du Fortune 100. Mais attention, parce qu'il y a un piège classique des entreprises quantiques que vous devez absolument comprendre. Les commandes ne sont pas des revenus. Ça, il faut être très clair là-dessus. Et justement, les revenus reconnus, eux, ils s'effondrent de 81% à seulement 2,9 millions. Et pourquoi? Parce que l'année dernière, le trimestre comparable incluait une vente exceptionnelle de 12 millions de dollars. Donc la base est gonflée. C'est typique des sociétés qui sont early stage où chaque gros contrat fait tanguer les chiffres dans tous les sens. Donc ils sont très très soumis aux variations, aux changements de commandes, aux accords en fait qui finalement ne sont pas signés. Donc voilà, ça part dans tous les sens et on a des pourcentages qui peuvent être impressionnants pour finalement pas grand-chose. En tout cas, pendant que les revenus chutent, les dépenses, elles montent. Donc résultat, une perte nette de 18 millions sur le trimestre. Et ça, c'est aussi classique de quasiment toutes les entreprises du quantique, c'est qu'elles ne sont pas profitables, donc elles perdent beaucoup d'argent. Donc, quand on lit ça en tant qu'investisseur, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme take? Donc, les bookings, ça indique une commande commerciale réelle qui se construit, donc c'est une bonne chose. Par contre, les revenus reconnus rappellent qu'on est très loin d'un modèle économique mature. Donc, on a un signal mixte, c'est pas vraiment une thèse en soi. Et puis, il y a aussi les news stratégiques que beaucoup ont sous-estimées. D-Wave officialise un pivot majeur. Donc, l'entreprise qui est historiquement championne du récuit quantique accélère désormais sur les ordinateurs quantiques à modèle de perte, les gate models. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de pivoter sur leur technologie. Donc, pour ce faire, ils ont acquis une société qui s'appelle Quantum Circuit et ils visent 100 qubits logiques d'ici 2032. On est loin des projections d'IonQ, mais ça reste quand même encourageant. Et là, on parle de qubits logiques, donc c'est-à-dire des vrais qubits qui sont stables, sans erreur. Direction les US, où l'écosystème vit littéralement son trimestre le plus actif depuis le pic de SPAC de 2000. L'événement majeur, celui que tous les analystes attendaient, c'est Honeywell qui vient de déposer un dossier d'IPO pour Continuum sur le Nasdaq avec le ticker QNT. Ce qui est intéressant dans cette IPO, c'est que c'est pas une IPO via SPAC, donc c'est une IPO classique, donc on pourrait peut-être assister à une IPO qui se finit pas en bain de sang comme toutes celles de 2021. Par contre, toujours attention, se positionner post-IPO sur un secteur qui est hautement spéculatif et qui ne génère pas encore d'entreprises rentables, c'est fortement déconseillé. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous invite à faire vos propres recherches, mais pour autant, à titre personnel, je ne me positionne pas sur une entreprise post-IPO. Pour autant, c'est intéressant à suivre de près. Autre point important, en tout cas pour moi le plus crucial quand on est investisseur sur le quantique, notamment sur IonQ, c'est que Continuum est un concurrent d'IonQ sur le segment des ions piégés. Donc le fait qu'on ait une autre entreprise cotée en bourse sur cette précise technologie, ça peut être important, en tout cas pour la partie investissement, parce que ça veut dire que les investisseurs auront une autre option que IonQ pour se positionner sur cette techno. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur IonQ. Donc là-dessus, je décris comment IonQ est en train de construire toute une stack pour dominer son segment. Mais j'indique aussi que Continuum est un concurrent sérieux et donc avec le fait qu'il rentre en bourse, donc IonQ sera évidemment assez challengé. En tout cas, Continuum, c'est un concurrent sérieux et direct d'IonQ euh, sur cette techno des ions piégés. Et soyons honnêtes sur les performances techniques brutes, donc c'est-à-dire que la fidélité des portes, le volume quantique,
la profondeur des circuits, Continuum tient aujourd'hui le haut du pavé. Jusqu'ici, ils étaient protégés de la pression boursière parce qu'ils étaient une filiale de Nouvelle, donc invisible en fait pour les investisseurs particuliers. Et maintenant, avec cette IPO, eh bien, ça change tout. Donc, moi, j'ai hâte de suivre ce match IonQ Continuum qui promet des belles choses. En tout cas, concrètement, ce que ça veut dire pour votre portefeuille, si vous êtes long sur IonQ, c'est qu'il faut surveiller trois choses. Un, la valorisation comparée. Quand QNT sera coté, le marché va calculer un ratio cours-chiffre d'affaires en fait sur Continuum et le comparer à celui d'IonQ. Si Continuum arrive avec une décote, IonQ risque une révision à la baisse par effet comparable. Le deuxième point, c'est la rotation du capital. Donc, une partie des fonds qui sont positionnés sur IonQ comme pure player, en fait, des ions piégés, pourraient basculer sur QNT. Surtout sur les fonds institutionnels qui attendent un leader pur du segment. Le troisième point, c'est la pression commerciale. Donc, les deux entreprises vont chasser sur les mêmes contrats d'entreprise défense. Donc, la concurrence va se durcir pour IonQ et donc les marges aussi. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre vos actions IonQ. Ce que ça veut dire, c'est que la thèse IonQ égale champion côté des ions piégés ne tient plus quand le concurrent arrive sur le Nasdaq. Donc, il faudra réévaluer. Donc, sur les gros, eh bien, on a Google qui lance Replicate. Donc, c'est un programme de 10 millions de dollars en biologie quantique qui finance 5 universités, dont Harvard et le MIT. Donc l'objectif, c'est d'appliquer capteurs quantiques et intelligence artificielle à la médecine et à la simulation moléculaire. Donc le côté biologie, médecine, c'est vraiment l'un des secteurs qui, de mon point de vue, sera l'un des premiers à profiter de la puissance de calcul et des avancées du quantique. Donc Google, bien évidemment, se positionne dessus auprès des universités. Donc le montant, il est bien évidemment modeste pour Google, mais le signal est clair, c'est que les vendeurs de pelles élargissent les cas d'usage. IonQ, justement, ne reste pas les bras croisés. Hein. Donc, l'entreprise inaugure une nouvelle installation R&D de plus de 2000 mètres carrés à Boulder, dans le Colorado. La première vraie usine de conception et de test pour leur puce semi-conducteur à ion piégé. Donc, comme je disais dans ma vidéo complète sur l'analyse d'IonQ, ce qu'ils essaient de faire, c'est de rapprocher le workflow de fabrication des semi-conducteurs classiques de celui du quantique. Donc, ça leur permet de pouvoir se préparer pour une production d'ordinateurs quantiques en masse et à grande échelle. Donc, chez IonQ, la verticalisation industrielle s'accélère. Et au vu de ce que Continuum prépare, ils ont intérêt à tenir le rythme pour ne pas se faire dépasser. Donc, quand il y a une autre entreprise avec des ratios fous, c'est c'est Quantium Computing Inc. qui voit ses revenus grimper, passer de 39 000 dollars à 3 millions de dollars. C'est énorme, c'est spectaculaire. Et comme je vous disais précédemment, en fait, sur ces entreprises qui sont early stage, on a toujours ce genre de variations qui en réalité ne veulent rien dire. Donc, pas besoin de s'emballer parce que cette croissance, elle vient quasiment exclusivement des acquisitions, dans leur cas de luminaires semi-conducteurs et de Nucrypt. Donc, ce n'est pas une croissance organique, mais c'est plutôt une croissance en fait par M&A. Et la distinction, elle est cruciale pour évaluer la qualité de cette progression. À titre personnel, cette entreprise, pour l'instant, je les suis de très très loin, mais pour l'instant, j'ai pas, on va dire, de bonnes vibes pour les entrer en portefeuille parce que leurs ratios sont assez fous, notamment avec un price to sell qui dépasse les 1000, donc je m'en tiens très très loin. Bien évidemment, c'est pas un conseil d'investissement. Si l'entreprise vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font concrètement pour voir si vous devez vous positionner là-dessus. Donc pour clôturer le panorama nord-américain, on a une entreprise canadienne, Photonic IQ, qui boucle un tour de 200 millions de dollars et a une valorisation de 2 milliards. Donc la photonique intégrée continue de drainer du capital sérieux. Donc le sujet de la photonique, il est présent même sur le sujet des semi-conducteurs aussi, dans l'intelligence artificielle. Donc c'est un sujet qui lève beaucoup de capitaux et qui rentre aussi dans la danse sur le côté informatique quantique. Donc, on part en Chine pendant que les Américains industrialisent. La Chine, elle, communique. C'est assez rare en fait chez eux pour le souligner. Donc, il y a une start-up, la start-up Cascode Atom Technology, qui vient de dévoiler le Anyuan 2, j'espère que je le prononce bien, présenté comme le premier ordinateur quantique à atome neutre dual-core au monde. Rien que ça. Donc, le système afficherait 200 qubits basés sur deux isotopes donc de rubidium,
sans atome de rubidium 85 et sans atome de rubidium 87. Donc, derrière, on va dire, ce langage scientifique, l'idée, c'est de faire fonctionner deux cœurs en parallèle ou de matière comparative pour générer des qubits logiques plus stables. Donc, c'est vraiment ça l'un des points clés dans la course, en fait, sur l'ordinateur quantique, c'est d'arriver à trouver des techniques qui vont permettre d'avoir des qubits logiques qui sont plus stables et qui résistent plus aux erreurs et aux variations, on va dire, d'environnement pour pouvoir faire fonctionner ces machines-là avec moins de problèmes, en fait, au niveau de l'environnement externe et surtout de pouvoir les faire fonctionner à température ambiante. Ça, ce serait vraiment le endgame. Alors, donc sur le papier, l'approche proposée par cette startup chinoise est intéressante. Mais, et c'est un gros mais, un énorme mais, ces affirmations n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante. C'est souvent un peu comme ça avec la Chine, donc il faut se méfier des informations qui sont divulguées. Donc quoi qu'il en soit, aucun benchmark publié dans une revue scientifique, aucune comparaison reproductible, donc il faut rester très méfiant. Donc, en tout cas, c'est exactement le profil de news qu'on traite avec prudence sur cette chaîne. Donc, pas pour faire de la défiance systématique ou du scepticisme sans fondement, mais parce que, en fait, dans le quantique, la communication souvent précède la réalité technique. J'ai abordé ce sujet dans ma vidéo sur le quantum washing. Je vous invite à aller la voir si le sujet vous intéresse. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'effets d'annonce dans ce secteur, donc il faut se méfier de ce type d'annonces qui ont l'air spectaculaires. L'Europe dans tout ça, eh bien, l'Europe s'organise lentement, mais elle s'organise. Les représentants officiels de la France, Cocorico, et de l'Allemagne ont signé à Paris une déclaration d'intention pour renforcer leur coopération transfrontalière. Donc, l'objectif affiché, c'est d'accélérer le déploiement commercial de cas d'usage industriel. Bon, c'est diplomatique, c'est politique, mais c'est aussi le préalable pour avoir une coopération sur des institutions comme le CEA, le CNRS et des institutions similaires en Allemagne pour pouvoir travailler ensemble. Donc, c'est une bonne chose. Rappelons qu'en France, il y a pas mal d'entreprises sur le quantique. On a Candela, on a également Alice et Bob, on a Pasquale. Donc, la France rigorge de pas mal d'avancées scientifiques dans le domaine du quantique. Donc, c'est intéressant de les voir se rapprocher d'autres pays pour pouvoir construire des synergies européennes. En Italie, eh bien, la start-up logicielle Algorithme a levé 18 millions d'euros et installe son siège mondial à Milan. L'Europe attire aussi des capitaux. Donc, c'est le plus gros tour capital risque quantique de l'histoire de l'Italie. Donc, le logiciel commence à attirer des capitaux sérieux à côté du hardware. Donc, ça, c'est aussi intéressant parce que de toute façon, il faut les deux couches. Il faut le côté hardware, mais il faut aussi la partie software qui va venir tourner dessus. Donc, pour rappel, hein, Algorithmic, c'est une entreprise de software quantique. Donc, en Irlande, la stratégie Quantum 2030 commence à prendre forme. Donc, pour rappel, l'Irlande a défini un plan d'action sur le quantique qui s'appelle Quantum 2030. Et donc, cette stratégie, elle commence à prendre forme. Dublin se positionne comme un hub agile en s'appuyant sur son écosystème de multinationales. Il y a beaucoup de multinationales qui sont installées à Dublin. Donc, le pays s'appuie sur cet écosystème et sur des acteurs comme Equal 1 qui se concentrent sur des systèmes compacts. Donc, en tout cas, au vu de toutes ces news, on peut se dire que l'Europe ne gagnera peut-être pas le plus gros du qubit parce qu'aujourd'hui, comme d'habitude, ça se passe aux États-Unis et en Chine. Mais qui sait? Elle peut jouer sa carte sur les use cases industriels, le logiciel et la souveraineté technologique. Ce sont des angles d'investissement à surveiller dans les prochains trimestres. Et pour ma part, je vais préparer un dossier sur comment investir dans le quantique à travers le PEA, le plan d'épargne action, donc pour voir comment on peut se positionner sur le secteur du quantique dans des enveloppes locales. Donc ce qu'on retient de cette semaine, trois choses. Donc l'arrivée de Quantinuum sur le Nasdaq. Donc c'est probablement l'événement le plus important du secteur du quantique coté pour 2026. Si vous êtes positionné sur IonQ, vous devez anticiper l'impact d'un concurrent direct sur les ions piégés. Donc allez revoir ma vidéo sur IonQ pour refaire le point sur la thèse initiale et on la mettra à jour ensemble dès que les conditions de l'IPO seront publiées. Le deuxième point, c'est que les commandes explosent chez D-Wave, mais les revenus tardent à suivre. Si vous investissez sur ce secteur, regardez les bookings et les RPO. Ce sont les meilleurs indicateurs avancés et bien évidemment, focalisez-vous sur les revenus. Troisième point à retenir, c'est que le quantum washing reste un risque réel.
quand une annonce comme celle du Vialcor chinois ne s'accompagne pas de benchmark reproductibles, vous attendez point final. Pas la peine de vous précipiter là-dessus parce que on a beaucoup d'effets d'annonce dans ce secteur. Maintenant, on passe aux valeurs. On va démarrer par IonQ. Donc IonQ se porte très bien. Je pense qu'on peut dire qu'ils sont sortis de ce canal baissier avec force d'ailleurs, avec beaucoup de gros volumes. Et IonQ fait aujourd'hui à 3 semaines de hausse consécutive. C'est assez énorme parce que ces derniers mois, semaines, ils étaient vraiment, on va dire, en souffrance. Et là, le titre commence à se reprendre et c'est valable en fait pour l'ensemble du secteur. Donc IonQ est en train d'aller tranquillement vers les 60 dollars et pour moi les prochaines étapes ce serait de revenir vers les 64 ici qui sont des objectifs de cours affichés par pas mal d'analystes aujourd'hui. Ensuite on a Rigetti qui est aussi sur la même lancée, donc 3 semaines de hausse consécutive avec moins de volume qu'IonQ mais ça reste quand même honorable. On va voir ce qu'ils nous ont fait comme performance depuis lors, 38%. C'est un peu la moyenne du secteur en ce moment qui est en train de se reprendre avec force et vigueur. Donc, on espère que tout ça va tenir, mais c'est toujours soumis, on va dire, aux aléas géopolitiques. Donc, comme je le répète souvent, si on a un gros crack du Nasdaq ou, on va dire, de la bourse en général, du S&P 500, toutes ces valeurs, en fait, du quantique sont les premières à morfler et donc, il faut rester prudent là-dessus. Ensuite, on a D-Wave, donc D-Wave qui n'est pas sur 3 semaines de hausse consécutive comme les autres, mais en tout cas qui s'est extrait de cette box ici, cette ancienne zone de support résistance. Mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. La plupart de ces actions performent bien en ce moment. Ensuite, on a Continuum Inc. Donc cette entreprise, je la suis de loin, comme je disais, parce que les ratios sont tellement délirants que j'évite de me positionner sur ce genre de titre. Mais en tout cas, eux aussi, ils sont dans une forme olympique du fait de la bonne santé actuelle du secteur. On a également l'ETF QTUM. Donc c'est un ETF qui est réuni, qui suit, on va dire, un paquet de valeurs positionnées sur le quantique. Moi, ce que je vois alors, j'ai une position assez mitigée sur cet ETF parce que les valeurs qui le composent, et je vais en faire une vidéo complète, pour moi, sont pas forcément des pure players du quantique. Google est très peu représenté. IBM n'est même pas dans le top 10 en fait des valeurs. On a du Samsung et des choses comme ça. IonQ est très bien représenté, donc ça c'est une bonne chose aussi. Par contre, je, je suis très mitigé sur cet ETF, mais en tout cas, il est intéressant parce qu'on voit que sa performance, en tout cas, a été intéressante depuis 2019. Donc, ceux qui sont positionnés dessus, on va dire, ont bien fait, mais pour moi, il n'est pas vraiment représentatif du quantique. Mais je vais décrypter en fait ça plus en détail pour vous donner mon point de vue global sur cet ETF. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il se porte très bien à l'image de l'ensemble du secteur. Nvidia, j'ai mis Nvidia aussi dans la liste des valeurs suivies, étant donné que ils sont aussi fortement positionnés sur le quantique. Je vous invite à voir ma vidéo sur les grands en fait du quantique, donc à savoir IBM, Google, Nvidia, Amazon et Microsoft. Je suis aussi le cours de Nvidia et quoi dire de plus. Eh bien, Nvidia fait des ATH sur ATH pour une valeur qui vaut 5 000 milliards de dollars de valorisation boursière, c'est énorme. Donc voilà, pas grand chose à dire sur Nvidia. Google également est tranquillement en train d'aller vers les 400 dollars. Donc voilà, le titre est sur plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de hausse consécutive. C'est énorme. Donc comme je le dis souvent, Google est pour moi l'une des meilleures valeurs pour se positionner sur le quantique et sur l'intelligence artificielle. Donc c'est pas étonnant que les investisseurs se jettent sur ce titre. Pour autant, comme toutes les autres valeurs technologiques, si on a un gros crack côté Nasdaq, ou même on va dire un crack boursier mondial, les valeurs technologiques sont toujours les premières à chuter de façon violente et brutale. Donc, si vous voulez entrer sur Google, n'hésitez pas à diviser votre capital pour faire une entrée fractionnée. Bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, donc prenez vos propres décisions. Alors, une valeur qui est surprenante, c'est IBM. Donc, IBM, après avoir longtemps tergiversé dans cette zone, a cassé par le bas, malheureusement, mais ça peut représenter une opportunité. Personnellement, moi, je suis rentré sur IBM quand on était ici, et je le referais si IBM chute jusque-là. Pour l'instant, on va dire, je laisse le couteau tomber tranquillement, et je verrai, en fait, si on retombe dans des zones intéressantes ici, pour moi, c'est un signal d'achat.
pour quelqu'un qui n'est pas encore sur le titre et qui veut se positionner, les cours actuels sont intéressants pour se positionner sur le long terme, parce que ça ferait, regardons, depuis ici jusqu'à l'ATH, ça ferait un 50%, ce qui est assez intéressant, on va dire, sur la bourse traditionnelle. Oups. Donc voilà, ça pourrait être un cours d'achat intéressant, mais là on est clairement sur un couteau qui est en train de tomber. Donc de mon point de vue, on peut attendre ou appliquer la technique de division du capital, se positionner en fait ici, si c'est pour du long terme, avec un potentiel gain de 50% si IBM retourne à la TH, et bah, se repositionner à l'achat si l'entreprise va plus bas. Donc moi, en ce qui me concerne, je me repositionnerai sur IBM si on vient à toucher en fait cette zone qui est encadrée ici. Ensuite, SQ, donc cette petite valeur que j'ai rentrée en portefeuille il n'y a pas très longtemps. Moi, je suis rentré au niveau des 2,18, ouais, 2,18 mon cours d'achat. Donc pas tout à fait en fait au bottom, mais en tout cas pas loin. Donc je suis cette valeur en fait, on va dire du coin de l'œil, parce que pour moi c'est intéressant de se positionner sur le secteur des pure players de la cybersécurité post-quantique, donc à voir ce que ça donne. En tout cas, c'est en proportion, on va dire, très très faible dans le portefeuille, parce que ça reste une valeur en fait qui est faiblement capitalisée, donc qui est fortement soumise aux variations du marché. Donc dernière valeur que j'ai commencé à regarder, pas entrer dans mon portefeuille, mais que je suis aussi parce que eux aussi ils ont été sélectionnés par le DARPA comme IonQ. Il s'agit d'Inflection, donc je regarde un peu, on va dire, ce qu'ils font de loin, sans pour autant me positionner à l'achat tout de suite, parce que l'idée c'est pas non plus de démultiplier les valeurs, mais d'avoir, on va dire, un portefeuille assez concentré avec des choix bien tranchés, avec l'objectif de faire des pourcentages intéressants, parce qu'un portefeuille qui est trop éclaté, eh bien, on va dire, les performances ne se sentent pas, donc je préfère avoir un portefeuille concentré. L'idée, c'est pas de se positionner sur toutes les valeurs, en fait, du quantique, sinon, à ce moment-là, autant aller taper sur l'ETF, qui a bien performé, même si, comme je vous le disais, pour moi, cet ETF, j'ai un problème avec, parce que les valeurs qui le composent, pour moi, ne reflètent pas vraiment les valeurs qui sont leaders, en fait, dans l'industrie. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve mardi pour une analyse en profondeur de Rigetti, donc son modèle d'affaires, sa technologie, ses projections. Et je vous dis à bientôt tout simplement. Et si le travail effectué sur cette chaîne vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker ou à me suivre sur mon compte X. À bientôt.